de cette table ronde, c'est le développement des compétences des techniciens. Nous allons faire un zoom sur les sujets de formation professionnelle continue, un sujet qui a été amorcé à la précédente table ronde avec les 3 OPCO représentés. Alors comme il a été évoqué ce matin en France, le système de la formation professionnelle est un système complexe. Alors on va essayer de ne pas rentrer dans la complexité de nos méandres français. Plutôt une opération détox est utile pour travailler le cœur du sujet en lien avec l'étude qui a été présentée ce matin. Donc l'objectif de cette table ronde, recueillir vos points de vue d'acteurs de la formation et du développement des compétences, puisque tous nos intervenants ont un rôle clé dans la formation et le développement des compétences. Et pour que vous compreniez leur clé de lecture, la clé d'entrée de leurs propos, je vais leur laisser la parole, chacun à leur tour, pour que vous puissiez vous présenter. Et Valérie, à vous de jouer. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Alors, rebonjour à tous, et puis surtout à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser. Je voudrais démarrer cette intervention avec nos remerciements pour les échanges de ce matin, parce qu'il était important qu'on comprenne effectivement le fonctionnement des UT, leurs difficultés également. Donc encore un grand merci, parce que c'était vraiment très très riche. Voilà, on a vraiment apprécié. Alors, moi, c'est Valérie Richard. J'interviens aujourd'hui en qualité de vice-présidente de la CPNE. Alors, qu'est-ce qu'une CPNE? C'est une commission paritaire, et ça, c'est important, le paritarisme, puisque c'est la règle. Toutes ces commissions, toutes ces instances doivent être gérées et équilibrées de façon paritaire, c'est-à-dire que le collège salarié, comme le collège employeur, doit être représenté. Voilà. Et donc, moi, j'interviens au niveau de la restauration collective. Alors, la restauration collective, qu'est-ce que c'est rapidement? Ben, vous savez, c'est ce qu'on appelait vulgairement avant la cantine. Donc, on est passé de la cantine à la restauration professionnelle, justement. Et on va voir comment, par quel levier, on est arrivé à cette notion de professionnalisation de la restauration collective. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez plus le mot cantine, maintenant. Voilà, quoi dire d'autre? Eh ben, effectivement, on va vous expliquer un peu comment on fonctionne, quelles sont les missions de la CPNE, quels sont les liens avec les OPCO, puisque ça tombe bien, c'était à l'atelier précédent, et puis peut-être vous donner des clés ou autres, en tout cas on l'espère. Voilà. Parce que dans une CPNE, on traite les sujets métiers, on traite les sujets et emploi, en développement matière de des formation. compétences. Et vous êtes très en plus de votre mission en CPNE, vous êtes aussi administratrice d'un OPCO. Absolument, Acto, pour ne pas le citer. Voilà. Moi, j'ai un historique formation, puisque j'ai été pendant 15 ans, justement, formatrice dans un grand groupe de restauration collective. Donc, la formation continue, je maîtrise. Ça va, je me débrouille bien. Alors, on parlait de paritarisme. Oui, à vos côtés. Alors c'est ça, donc jamais sans mon binôme en l'occurrence. C'est vrai qu'on parle systématiquement d'une même voix, même si parfois en CPNE on peut avoir des positions qui peuvent éventuellement diverger, bien sûr. Il n'en demeure pas moins que la CPNE, la Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, est certainement une des instances paritaires qui fonctionnent le mieux, puisque le sujet de la formation et de l'emploi en général trouve des consensus, quels que soient les bords syndicaux ou les bords politiques dans lesquels on puisse se trouver. Donc effectivement, on traite tous ces sujets-là depuis déjà de nombreuses années, parce que notre CPNE date de 2015, on la préside effectivement en alternance. Moi aussi, donc, j'ai un lourd passé de restauration collective, puisque j'ai aussi été responsable de la formation d'un groupe concurrent de celui de ma collègue à côté. Alors c'est vrai que pour parler de la restauration collective et compléter ce que disait Valérie, on parle bien de restauration collective concédée, c'est excessivement important, c'est-à-dire que nous opérons pour le compte d'un client, d'un tiers, qu'on appelle le client partenaire ou le client concédant. Et là, nous touchons toutes sortes de publics. Ça peut être de la maternelle jusqu'à l'école, le collège, l'entreprise, la maison de retraite, l'hôpital, la maison de santé, l'armée aussi d'ailleurs, puisqu'on a aussi des contrats avec l'armée. Voilà, donc partout, il y a une collectivité qui travaille, qui vit, qui dort. Et bien on est sur place a priori pour lui fournir une prestation de restauration. Mais on verra au-delà qu'au-delà de la restauration, il y a aussi beaucoup d'autres services qui peuvent être associés au-delà de la restauration.
Je termine sur le panorama de la branche, donc 100 000 salariés, avec une particularité vraiment très, 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 très forte, c'est que, en fait, 100 000 salariés, mais très, 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 très peu d'entreprises, et 80% de l'activité est, on va dire, quasiment pas monopolisée, mais en tout cas opérée par 3 grands acteurs majeurs, que sont, pour les citer, Elior, Compass et Sodexo. Et Valérie l'a aussi dit, je suis aussi administrateur de l'OPCO Acto, donc ce qui s'est dit tout à l'heure pour les problématiques et les questions d'Acto, nous les connaissons intimement puisqu'on les vit au quotidien, effectivement, puisque nous sommes nous-mêmes aussi acteurs de cette branche, enfin pour cette branche, dans cette OPCO, qui représente 27 branches, donc aux intérêts totalement différents ou divergents les uns des autres, pour à peu près 300 000 entreprises. Donc beaucoup de TPE. Et des métiers de techniciens bien présents. Et des métiers de techniciens, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr, c'est le cœur de nos interventions respectives. Merci, ça sera précieux dans l'éclairage que vous déclinerez tout à l'heure. Alors, un autre secteur, une autre fonction, une autre posture. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Dominique Nechelis et je suis directrice de la formation au Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alors, l'Ordre des experts comptables, ça sert à quoi ? Ça sert à protéger, à promouvoir et à représenter la profession d'experts comptables auprès des pouvoirs publics, mais donc, comme je le disais, mais également promouvoir et protéger. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'on fait quand on est directrice de la formation ? On a plusieurs axes, je dirais. Et à côté de l'axe de la formation initiale et du stage d'expertise comptable, on a bien sûr l'axe formation continue. Formation continue, formation professionnelle, parce que le secteur des cabinets d'expertise comptable, c'est un secteur qui connaît bien la formation, qui utilise beaucoup la formation, qui consomme beaucoup de formation. Pourquoi ? Parce qu'il faut évidemment faire évoluer les collaborateurs et les experts, évidemment également, puisqu'ils sont dans une matière par nature extrêmement mouvante et qui évolue à toute vitesse et encore plus en ce moment et de surcroît dans ce contexte économique un peu incertain. L'Ordre des experts comptables représente donc une profession qui rassemble 180 000 collaborateurs, c'est pas complètement rien, et 22 000 experts comptables. Voilà. Les cabinets sont généralement, pour la plus grosse partie, des petits cabinets, voilà, de moins 10-20 salariés, donc c'est vraiment des petites structures. Et l'expert comptable est un entrepreneur au service des entreprises. Je pourrais résumer cela comme ça. Donc c'est finalement une petite entreprise au service des entreprises plus largement. Et donc c'est un secteur extrêmement dynamique qui recrute énormément, et notamment au niveau intermédiaire. Donc là, je suis ravie d'être là, parce que là, vraiment, ça tombe à point nommé, qui recrute énormément, qui a du mal à recruter d'ailleurs, parce qu'il y a plus de besoins que de diplômés. Donc ça, c'est un problème. Et puis surtout, et j'en finirai là-dessus pour l'instant, c'est surtout des métiers qui sont en train de se transformer. Et donc la formation continue, elle est absolument incontournable et essentielle. Merci. Alors avec Laure, c'est 2 postures en une. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis à cette table ronde, merci pour l'invitation, à double titre. Le premier, parce que j'ai l'honneur d'être présidente d'une association qui a fêté ses 70 ans l'année dernière, qui s'appelle Ascalia, pour ceux peut-être qui l'ont connue, ex-GARF. Et c'est une association qui est le réseau des acteurs et responsables du développement des compétences en entreprise et dans les organisations au sens large. Nous comptons à peu près 450 adhérents sur toute la France aujourd'hui. Et nous avons 2 grandes missions. L'une, et pas des moindres, vous allez comprendre, qui est la professionnalisation de nos adhérents, qui sont au cœur des mutations. Et quelque part ce matin, en regardant ce qui était présenté dans l'étude, je pense qu'on aurait pu mettre le responsable développement des compétences au milieu des présentations et on aurait retrouvé à peu près la même posture et pas mal d'enjeux similaires. Et puis le deuxième qui est promouvoir la fonction créatrice de valeur durable dans nos organisations face à toutes les mutations qui ont déjà été largement évoquées ce matin. Et la deuxième casquette, je suis directrice des ressources humaines d'un groupe industriel qui est un acteur clé dans le domaine du nucléaire. Alors nous ne sommes pas à la taille d'EDF, mais une PME familiale qui a été créée il y a pas loin de 40 ans et qui compte à peu près 250 à 300 collaborateurs. On est actuellement en train de préparer
une importante croissance externe et nous couvrons plusieurs secteurs d'activité dans le nucléaire avec beaucoup d'enjeux, vous allez le comprendre également, pour tout ce qui est énergie verte, donc le nucléaire civil, la partie entreprise de défense, donc toute la partie nucléaire de défense et également toute la partie industrie pharmaceutique, traitement du cancer et autres. Merci beaucoup. Alors la première question, quelles sont vos premières réactions face aux résultats de cette étude? Et je vais rappeler notamment les 2 slides un peu clés. Dans le rôle actuel, on parlera tout à l'heure de la partie prospective. Une première réaction, Dominique? Oui, Catherine. Alors en effet, évidemment, ça fait énormément écho, évidemment, avec ce que le secteur connaît. Là, on est en plein dedans. Et sur les 3 aspects, alors là, c'est parfait, je dirais. Alors d'abord, oui, bien sûr, l'aspect expertise technique, et ça a été dit aussi tout à l'heure dans la table ronde précédente. C'est-à-dire que, bien sûr, nos collaborateurs restent des techniciens, même si leur métier vont se transformer, même si c'est en train de se transformer. Là déjà, c'est pas vont, ils sont en train de se transformer pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées et que j'aurai l'occasion de réévoquer. Pour le reste, évidemment, ça reste avant tout des techniciens qui vont devoir, de surcroît, avoir peut-être une très grande vigilance par rapport à des outils digitaux extrêmement développés et qui vont leur permettre justement de faire autre chose, d'enrichir leur métier et de pouvoir passer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais ça reste effectivement des techniciens. Avec autre chose, des techniciens augmentés, on disait tout à l'heure. Efficience, conformité, qualité, ben oui, évidemment, là on est en plein dedans également, puisque nous sommes face à des outils digitaux extrêmement puissants qui vont permettre de donner, de fournir de la data, mais énormément de data. Mais quand il y a de la data, il faut effectivement la vérifier, la sécuriser, savoir la transmettre, vérifier la conformité, le RGPD, on en parlait, et bien d'autres choses encore. Hein. Et donc là encore, effectivement, on va être sur les process, sur l'efficacité, l'efficience des process, la conformité, la qualité. Et enfin, un rôle d'interface et de coordination, plus que jamais. Même si ça n'est pas non plus, là, pour le coup, complètement révolutionnaire, c'était déjà le cas avant, mais je dirais que c'est encore plus important maintenant. C'est-à-dire qu'en effet, dans le cadre d'un cabinet, dans le cadre des différents collaborateurs que l'on trouve dans un cabinet, effectivement, il va falloir savoir interagir, parce qu'on ne pourra pas être seul sur un dossier. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement panoramique, hein, donc on ne peut pas tout faire. Hein. Donc forcément, on est sur des équipes, sur plusieurs équipes, et ces différentes équipes doivent savoir évidemment communiquer, et notre technicien qu'on appelle comme ça, hein, et on a tous compris ce que ça représentait, notre technicien, il va devoir composer avec ces différentes équipes, savoir interagir, savoir se nourrir de ce qui se passe à côté pour à son tour enrichir son propre travail. Donc oui, absolument, rôle d'interface et de coordination, et parfois aussi prendre la tête, je dirais, de l'organisation d'une équipe également, avec plusieurs composantes, équipes qui peuvent changer en plus selon les dossiers. Donc en effet, une certaine agilité. Donc je suis entièrement d'accord avec ces 3 éléments. Ô combien. Oui, alors je ferai un petit clin d'œil à la préparation, au temps de préparation que nous avons eu à cette table ronde, où vous aviez un message rassurant en disant mais il faut rassurer, c'est pas un métier amené à disparaître, il se transforme. Vous aviez même cité cette parole, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ayons ce message de se dire oui, il y a des appuis, comment allons-nous accompagner? Est-ce que... Mais bien sûr. Alors, c'est-à-dire que, bien sûr, il y avait eu tout un tas de rapports qui disaient le métier de comptable terminé. Dans 10 ans, il n'existe plus. Oui, il n'existe plus tel qu'il est aujourd'hui. Ou tel qu'il était, je devrais dire hier, parce qu'il est tellement déjà en train de changer. Le changement n'est pas pour demain, il est maintenant. Donc, c'est pas le même que celui d'hier. Mais il existe toujours. Il existe toujours, sauf qu'il va faire autre chose. Et il va faire des choses bien plus riches et bien plus intéressantes. C'est-à-dire que toutes les tâches qui étaient à faible valeur ajoutée et qui étaient automatisables, on l'a bien expliqué, ça a été très bien expliqué ce matin d'ailleurs, c'est-à-dire ce qui est automatisable, standardisable, très bien,
confions-le à la machine, elle va faire ça très bien. Mais après, nous, notre technicien, notre collaborateur, je vais l'appeler le collaborateur comptable en cabinet, eh bien notre collaborateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir, bien entendu, contrôler tout ça. Il va quand même falloir vérifier. Il faut avoir l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'esprit critique. Donc déjà, il y a des choses intéressantes à faire là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir un réflexe de vigilance permanente. C'est-à-dire que la machine va permettre de donner des signaux en temps réel, en fait, sur la donnée qui sera donnée par la machine, qui sera fournie par la machine. Et donc, ça amène notre collaborateur à avoir un certain nombre de réflexes et surtout à enrichir son travail, puisque justement, tout le temps qu'il n'aura pas mis à faire ses tâches à plus faible valeur ajoutée, de saisie, de rapprochement, etc., il va utiliser ce temps à faire autre chose, à savoir du reporting stratégique, du conseil en accompagnement, du pilotage d'organisation, parce que c'est ça qu'attendent les clients. Les clients, ils n'attendent plus seulement leurs documents comptables et fiscaux, parce que ça, à la limite, ça n'a pas de valeur ajoutée, et c'est d'ailleurs, ça a perdu de sa valeur, je dirais, puisque c'est plus standardisé. Donc il va forcément attendre cet accompagnement au pilotage de son organisation, et c'est là qu'on attend le collaborateur. Donc il faut qu'il mute, et on l'aide à muter avec la formation continue, mais on va y revenir. Merci beaucoup. Je me tourne vers notre binôme paritaire pour avoir vos questions. Et là aussi, quand on a préparé la table ronde, où vous découvriez cette étude, vous avez présenté la méthodo, et votre première réaction de façon très spontanée en disant « mais c'est troublant, cette cohérence est troublante ». Alors, là, vous êtes en train de survendre le résultat de l'étude, parce qu'en effet, c'est ce qu'on a dit, on se retrouve totalement... je reprends les verbatims. À l'instar de ma voisine et probablement de mon autre voisine aussi. Donc, on se retrouve évidemment en plein dedans. Alors, juste une petite illustration quand même pour la compréhension. Je vais d'ailleurs illustrer thème par thème, effectivement, en quoi on se retrouve. En restauration collective, en fait, on a trois filières opérationnelles. Une filière de production. Là, du coup, on est vraiment dans les techniciens. Même si le technicien n'est pas forcément niveau Bac plus 3 ou Bac plus 2, ça peut être parfois infra, mais ce sont des techniciens, et en l'occurrence des techniciens culinaires, et chacun l'aura compris, c'est souvent des cuisiniers, des chefs de cuisine ou des chefs gérants. On a la filière service, où là aussi ce sont les techniciens, donc ce n'est pas la production culinaire en tant que telle, mais c'est plutôt le service, et notamment le service des repas. Après, une autre filière aussi qui est très sous-estimée, mais qui est excessivement importante, c'est la filière logistique, parce que beaucoup de repas sont aussi, par exemple, livrés à partir de cuisine centrale, dans des établissements où se font la restauration des convives. Et là, ça requiert effectivement des postes extrêmement techniques en termes de logistique, en termes de préparation des commandes, en termes d'acheminement des différentes livraisons. Donc ça, c'est très pointu. Et puis une autre filière qui n'est pas dans ces trois filières opérationnelles, que sont toutes les fonctions support qu'on peut trouver dans finalement toutes les entreprises, et notamment dans nos grands groupes à nous et même dans les entreprises plus petites, les fonctions support, que ce soit du commercial, que ce soit de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines, du marketing, enfin bref, j'en passe beaucoup. Alors, je voudrais juste focaliser un petit peu et faire, puisqu'on parle de techniciens, sur des métiers qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on travaille beaucoup, qui est un métier chez nous phare et clé, qui est on va dire, le chef gérant en restauration collective ou directeur de restaurant. Quand on dit chef gérant, on a compris qu'il y a le mot chef, mais pas le chef de brigade, mais plutôt le chef de cuisine. Donc ça, c'est les compétences expertise technique. C'est-à-dire que l'expertise technique fondamentale qu'on va demander à un chef gérant, et un chef de cuisine bien sûr, c'est d'abord savoir cuisiner. Et mieux encore, savoir bien cuisiner. Ça, c'est la première des expertises. Et c'est un incontournable, en l'occurrence, puisqu'il va fabriquer une prestation ou faire fabriquer une prestation qui devra convenir à ses clients convives qui déjeunent et son client partenaire avec lequel on a signé un contrat. Expertise technique, ça va au-delà aussi de la préparation intrinsèque de repas. C'est l'expérience technique par exemple sur l'hygiène, où là les normes, en tout cas les règles sont excessivement importantes, la sécurité alimentaire, la sécurité des aliments, l'entretien des installations, les nettoyages. Donc là, ça demande aussi des expertises qui sont absolument techniques et pour lesquelles on leur demande d'être tout à fait à la pointe. Et là, évidemment, on parlera tout à l'heure de formation professionnelle au service notamment de ce type de compétences-là. Efficience, conformité, qualité, là aussi on est en plein dedans. Efficience, c'est effectivement c'est fabriquer le bon nombre de repas par rapport au bon nombre de convives et que ça satisfasse tout le monde et que ça convienne à tout le monde en termes de quantité. C'est l'efficience sur tout simplement le prix, autrement dit le coût de revient, puisqu'ils sont tous engagés sur des budgets. Donc je suis efficient sur tout ce que j'ai mis en œuvre en matières premières, en frais de personnel, en frais généraux, en non alimentaire pour la confection de mon repas.
Et puis la qualité, ça parle de soi-même, c'est effectivement suivre la qualité de la prestation tout au long de l'année. Et là, pour le coup, les fonctions support du siège sont aussi là pour aider le chef gérant sur son unité. Le rôle d'interface et coordination, là aussi, il est très important. Interface et coordination. Coordination, pour nous, c'est une autre connotation, on va dire, encadrement ou management d'équipe. Et souvent, c'est très particulier parce qu'on est souvent des très grosses entreprises, 80 000 salariés, 20 000 salariés, des groupes mondiaux. Mais finalement, toutes ces unités, souvent, elles gèrent pratiquement en TPE. Ce sont souvent des restaurants, 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Donc, on a des logiques de grosses entreprises, mais avec des problématiques de gestion au quotidien de petites entreprises ou de TPE. C'est-à-dire qu'ici, il manque quelqu'un un jour sur le restaurant, eh bien, il faut compenser, il faut arriver à trouver quelqu'un pour remplacer ou répartir les tâches. Donc, véritablement, on est de la coordination. Coordination avec le siège, coordination avec les achats, puis coordination, et non la moindre, avec le client partenaire avec lequel vous avez signé le contrat. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là, on les retrouve vraiment dans ce métier clé. On pourrait extrapoler aussi sur d'autres métiers, mais réellement, c'est ça dans lequel on se retrouve. C'est vrai que vous avez raison de me challenger un peu. Je ne cherche pas forcément une cohérence et une adhésion parfaite. Est-ce que vous avez repéré peut-être un complément en lien avec à ces trois piliers-là dans les métiers que vous avez bien voulu partager avec nous ? Sincèrement, encore une fois, intrinsèquement, on s'y retrouve. Après, il y a forcément plein d'évolutions qui se font dans nos métiers. Tout à l'heure, on parlait évidemment d'intelligence artificielle, on en reparlera probablement aussi. Aujourd'hui, on a des choses qui étaient inimaginables. Alors maintenant, évidemment, depuis 20 ans, ça a beaucoup changé, mais inimaginables. On demande aujourd'hui à un chef de gérant ou un chef de cuisine, c'est d'avoir des compétences en informatique. On parlait d'Excel ce matin. Évidemment, c'est l'utilisation des outils de gestion, des outils de reporting, la saisie du compte d'exploitation. Donc ça, c'est des que jamais on n'aurait pu imaginer et sont forcément des compétences ou en tout cas des enseignements qu'on n'a peut-être pas forcément, notamment dans les écoles hôtelières ou dans les écoles, qui préparent à ce type de formation, voyez-vous. Donc là, il y a encore certaines... Donc ça, c'est le type d'évolution qu'on a pu avoir, notamment. Et puis après, il y a aussi toutes les évolutions, mais du coup, qui sont un petit peu imposées par les pouvoirs publics ou par la branche professionnelle. C'est toutes les évolutions en matière d'environnement, en matière de qualité des aliments, en matière de RSE. Donc là, on a plein de choses qui font que les métiers évoluent, mais encore une fois, dans les trois, on s'y retrouve totalement. Merci. Votre binôme ? Oui, moi, je rajouterais la capacité d'adaptation. Parce que les métiers évoluent tellement vite. Je me rappelle, moi, quand je raconte un peu ma vie, mais c'est vraiment pour illustrer. Quand je suis rentrée, moi, en restauration collective, je me rappelle, on avait des grands livres de gestion, comme ça, qu'on remplissait à la main. Et aujourd'hui, tout passe par l'informatique. Je me rappelle, moi, quand je tenais la caisse, on avait des vieux rubans et on tapait à la main. Aujourd'hui, vous déposez votre plateau sur une borne et puis le prix s'affiche automatiquement. Donc, c'est des évolutions qu'on n'attendait pas, qui sont arrivées, mais qui sont arrivées très vite et qui se sont en plus développées ultra rapidement. Donc, il y a cette capacité d'adaptation en permanence. Sachant qu'en plus, nous, on a cette particularité, Gilbert, tu me suivras sur le sujet, c'est que nous, quand on regarde la pyramide des âges de nos salariés, elle est vieillissante. Un jeune qui va arriver chez nous, il connaît un peu l'informatique, etc. Je me rappelle, on les appelait les vieux de la vieille, mais nous, quand on a commencé avec l'informatique, moi j'en avais, quand je disais, quand j'étais en formation, ferme la fenêtre Windows, il prenait la souris et il se mettait devant la fenêtre, la vraie fenêtre, on en était là. Et quand je vois aujourd'hui où est-ce qu'on en est, je leur tire mon chapeau, quoi. Voilà. Donc, cette capacité d'adaptation, parce que les outils changent en permanence, les règles changent en permanence, la réglementation évolue en permanence. Et il faut en permanence qu'ils soient en capacité de se mettre à jour. Voilà. Alors, à nous, Laure, sur vos constats. Alors, votre message. Vous m'aviez parlé de systémie, alors je ne vais pas reprendre votre verbatim, mais c'était... Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais me permettre de commencer avec la casquette sur la partie de la filière nucléaire. Ça a été bien évoqué ce matin, des
des profils, des compétences, des métiers en tension. Donc effectivement, sur les 3 champs qui sont proposés d'intervention complètement en phase. Alors pourquoi j'ai parlé de systémie? Parce que je pense qu'en fonction des enjeux, des filières, des niveaux d'exigence, si je regarde un petit peu dans ce domaine du nucléaire, je constate que alors, je ne veux pas faire de focus forcément que sur les jeunes générations, mais là, en l'occurrence, sur des métiers en tension, nous, on est amenés à travailler avec beaucoup de nouveaux entrants, soit en grande majorité des personnes que l'on va former, qui sortent d'une formation initiale ou qui sont en cours de formation initiale, ou bien des gens en reconversion. Mais de manière globale, ce qui va vraiment être prégnant, ça va être tout ce qui est rigueur, engagement, une véritable résilience. Et ça n'est déjà pas évident. Donc on recoupe la partie, on va dire, plutôt soft skills, posture et rôle d'interface, parce que nombre de nos techniciens, en fonction des différents métiers que l'on va peut-être prendre... seront conduits à peut-être interfacer avec un client ou un partenaire externe. Alors j'appelle partenaire, ça peut être un auditeur qui travaille pour le compte du client. Et donc là on recoupe la partie efficience, conformité et qualité, où le niveau évidemment d'exigence, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dans ces domaines-là. Donc il y a à la fois un rôle de posture, mais aussi d'intégration des contraintes ISO lorsque vous êtes normé ISO 19443 et autres. Donc effectivement, il faut pouvoir interfacer en bonne intelligence avec les interlocuteurs, connaître la réglementation du secteur d'activité. Donc c'est pour ça que je parlais de systémie. Et puis, vous avez effectivement l'expertise technique, donc en fonction des métiers. Si je vous parle de mon groupe, moi j'ai 7 sociétés dans le groupe avec des niveaux, des tailles de filiales très différentes. Et on balaye aussi bien de la métrologie que du bureau d'études, que de l'usinage, que de l'électricité contrôle-commande, des soudeurs. Donc effectivement, on est équipementier sur des très gros projets complexes et sur mesure. Donc sur cette partie-là, toutes les facettes des champs d'intervention, je les retrouve bien, mais je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans un contexte. Si je prends l'autre casquette pour Ascalia, je crois que nous avons fait une enquête flash qui nous a permis de faire remonter quelques éléments qui convergent bien sur ce qui a été présenté ce matin. Là où je mettrais peut-être un petit peu de précaution, c'est que, encore une fois, en fonction des tailles d'organisation, des niveaux de maturité, des secteurs d'activité, des crans d'exigence en fonction des filières, nous allons avoir certains de nos pairs responsables du développement des compétences dans les organisations qui vont retrouver alors toujours les mêmes problématiques, mais avec des granularités différentes sur des besoins de professionnalisation ou d'expertise technique. Nous allons retrouver toujours ce rôle d'interface et de coordination avec plus ou moins parfois des parcours d'intégration entre 2 et 15 à 20 journées de formation pour faire rentrer dans un contexte, dans une organisation, une bonne compréhension de la culture, de l'écosystème métier en fonction de sa complexité, le nouveau collaborateur arrivant, même s'il a l'expertise technique initiale. Les formations avec des parcours de managers également, qui sont plus ou moins longues en fonction des besoins, mais qui sont récurrentes chaque année pour faire monter en puissance sur ce rôle d'interface et de coordination. Et tous ces éléments-là, nous les retrouvons chaque fois que sur les territoires, les groupes, en fait, entre 20 et 30 responsables formation, développement des compétences, se retrouvent pour partager entre pairs leur bonne expérience et les meilleures pratiques pour gagner du temps et justement être le plus agile possible. Et le dernier point, ce sera sur la partie efficience et conformité. Avec toutes ces mutations, nous avons au sein d'Ascalia mis en place plusieurs commissions qui aujourd'hui tentent
tente à accompagner justement nos collaborateurs, on en parlera peut-être un peu après, sur des commissions du type transition écologique, une commission IA, et je sais que Catherine est très promotrice sur le sujet de l'IA. Donc nous essayons d'être le plus en avance possible pour, dans le cadre de la formation continue, pouvoir continuer à accompagner les collaborateurs et donc les techniciens qui sont à l'interface de tout cela. Merci beaucoup. Je vais vous demander le même exercice, mais sur les scénarios prospectifs que je rappelle à l'écran, préalable ensuite à une série de questions, puisque la table ronde elle est quand même sur le développement des compétences, les leviers, la formation. Mais avant cet exercice-là, quels sont selon vous les scénarios les plus crédibles en regard de vos secteurs d'activité ? Alors, crédibles ou prioritaires, hein. Alors, s'agissant du secteur des cabinets d'expertise comptable, il est difficile de dresser, je dirais, un profil type d'évolution, parce que finalement, ça va dépendre de tellement de choses, et ça va dépendre, par exemple, quelque chose de tout simple, qui est ne serait-ce que la structure du cabinet, la taille du cabinet. Plus le cabinet est important, plus il aura peut-être des points de spécialisation. Si le cabinet reste de taille plutôt petite, il va rester peut-être plus généraliste, ou enfin en tout cas pluridisciplinaire. Donc ça va vraiment dépendre. Il n'y aura pas un profil type, je dirais, il n'y a pas un profil type d'avenir, voilà. C'est pas si simple, je dirais. Pour autant, ce qui est certain, c'est que notre technicien, lui, il va avoir les fondamentaux techniques qu'il va apprendre pendant sa formation initiale. Il aura été diplômé pour ça, et ça, c'est absolument essentiel et incontournable, parce que, comme je le disais, c'est pas parce qu'il y a des outils digitaux et l'IA qu'il n'y a plus besoin de la connaître, la technique. Il faut continuer à la connaître, parce que pour ne serait-ce que contrôler ce que fait la machine, il faut déjà savoir le faire soi-même. Donc ça reste, et c'est absolument incontournable. En revanche, ce qui est certain, c'est que moi, j'aurais alors ajouté, mais ça va avec en fait, hein, mais j'aurais mis encore un carré et un rectangle, pardon, et j'aurais mis enrichissement, parce qu'en fait, c'est un enrichissement énorme des tâches et des métiers et des missions que vont avoir les collaborateurs de cabinets d'expertise comptable. C'est vrai que des changements, il y en a eu, hein, dans toutes ces dernières décennies. Les cabinets d'expertise comptable, ils en ont connu des révolutions et des changements. Mais là, les changements sont tellement rapides, hein, c'est totalement fulgurant. Donc, il y a une telle fulgurance dans les changements que là, c'est vrai que c'est un petit peu l'ébullition. Et l'ordre, bien sûr, hein, propose à ces professionnels, hein, et bien évidemment, des outils pour pouvoir s'adapter eux-mêmes, eux experts comptables, mais aussi leurs collaborateurs à ces nouvelles missions que j'évoquais juste avant. Donc on sera soit sur de la pluridisciplinarité, la généraliste comme on appelle plutôt dans notre secteur, mais pluridisciplinaire ça marche aussi, ou alors effectivement sur des cabinets qui vont se spécialiser sur un type de mission, peu importe, j'entre pas dans le détail, mais voilà. Mais dans tous les cas de figure, formation continue, oui bien sûr, parce que la formation initiale, elle peut pas tout faire. Il faut pas tout attendre de la formation initiale. Beaucoup de choses, c'est l'incontournable, c'est les fondamentaux, mais après c'est une fois qu'on est dans l'entreprise, dans son travail, qu'il y a la suite. Et alors, dans le secteur des cabinets, ô combien. Gilbert ? Je peux rebondir sur ce que vient de dire Dominique, effectivement. Donc j'ai envie de dire, on a envie de prendre un petit peu pratiquement tout ce qu'il y a dedans, peut-être en dosant un petit peu moins sur l'intelligence artificielle, parce que quand même dans des métiers de production et de service, donc l'impact a priori est moins palpable, moins visible sur la production, encore une fois, d'un repas. Pour autant, j'entends parler effectivement de formation. Enfin ça, c'est, Valérie en a parlé tout à l'heure et Dominique a terminé dessus, ça c'est du fondamental. C'est-à-dire que la formation, en l'occurrence, effectivement, on recrute des personnes qui ont une formation initiale, encore une fois, sur les compétences, sur les techniques de base, notamment les techniques culinaires. Mais il est clair qu'on ne va pas les lâcher tout seuls directement sur leur poste de travail pour prendre, par exemple, une unité en main. Il est clair qu'il faut l'intégrer, il est clair qu'il faut le former. Ce n'est même pas l'adaptation de poste de travail, c'est vraiment acquérir de nouvelles compétences, et des compétences qu'on n'a pas encore forcément. C'est du management, bien sûr, c'est de la gestion, en l'occurrence, mais vraiment de la gestion en s'adaptant au système de gestion ou aux ratios ou aux critères de l'entreprise concernée. De vraiment, la formation, elle est hyper importante, et ça, c'est tout au long, normalement, de la carrière professionnelle du salarié.
On parlait tout à l'heure de gros problèmes aujourd'hui, effectivement, sur la formation professionnelle, sur le PDC, le plan de développement de compétences, sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fonds et que tous les efforts reposent effectivement sur les entreprises avec leur investissement en formation, sachant qu'une grosse partie de ces fonds-là sont eux-mêmes phagocytés aussi par des formations dites obligatoires. Donc, quelque part, ça nous pose problème. Après, la pluridisciplinarité, je pense qu'on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est je suis chef d'orchestre en fait. Je fais à manger, je fais des bons repas, je les présente bien, je les vends bien, je les gère bien, je m'occupe bien de mes clients. Donc ça, c'est la pluridisciplinarité au-delà des compétences techniques de base. Et puis après, la spécialisation, on va plutôt la retrouver du coup pour les fonctions plutôt support, en l'occurrence. Très concrètement, quand on a une diététicienne, ou un diététicien, une qualiticienne, ou un auditeur, là évidemment on est dans la spécialisation. Et par ailleurs, il faut qu'ils se spécialisent de plus en plus au égard à toutes les normes qui, ma foi, qui viennent s'imposer à nous au quotidien. Voilà ce que je peux dire d'une manière assez... Après, acteur du progrès, je dirais, c'est presque une posture finalement. C'est je m'inscris dans cette logique-là et j'essaie de participer, même si ça n'est pas évident pour tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas non plus nous accompagner ou nous suivre dans cette démarche, bien sûr. Tu souhaites compléter ou... Valérie, le binôme? Oui, il y a la notion aussi de relation client. Alors la relation client, c'est pas uniquement le convive que je sers et de savoir s'il a été satisfait ou pas. Évidemment que c'est important et que ça rentre en ligne de compte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le convive, hein, c'est celui qui consomme dans nos restaurants. Et puis, il y a ce qu'on appelle le client signataire, qui, lui, n'a pas forcément toujours les mêmes attentes et, des convives. Donc, en fait, il faut savoir jongler entre quelles sont les attentes de mon client avec qui j'ai signé un contrat et dans lequel j'engage mon entreprise, et puis répondre en même temps aux attentes et aux nouvelles attentes des convives. Puisque là, c'est pareil. Je veux dire, on a vu l'évolution aujourd'hui dans nos restaurants. Les clients ne se contentent plus d'un repas au self. Ils veulent des concepts nouveaux. Il y a maintenant tout ce qui est végétarien, végétalien. Donc, ce sont des nouvelles techniques. Donc, voilà, c'est aussi cette notion de relation client-convive qui est importante. Puis l'importance du contexte professionnel vous concernant. Professionnel ? Oui. En fait, les métiers de... j'imagine, mais c'est peut-être une réaction spontanée de ma part, sur les filières du nucléaire, de la compta, voire un BUT, ça peut résonner assez facilement avec l'exercice d'un métier. Quand on parle de chef-gérant en restauration collective, le lien avec un BTS ou un BUT, en l'occurrence, au regard de notre assemblée, c'est peut-être moins évident. Et du coup, ça peut peut-être résonner à des filières généralistes, mais oui, j'imagine que vous devez, derrière, avoir une réflexion stratégique sur comment typer, en fait, à ces problématiques techniques que l'on ne va pas... Le niveau UT, chez nous, on va plutôt le retrouver... au niveau des chefs de sécurité, il faut que ça touche l'encadrement. Voilà, nous, on est plutôt sur du BTS ou du bac pro, sur le premier niveau, mais sur vraiment le technicien qu'on évoque depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est intéressant parce que du coup, par rapport à la ligne que l'on a vue jusqu'à présent, c'est intéressant, votre réflexion sur la certification. C'est intéressant en fait, tout à fait. Si je peux me permettre, pour compléter au-delà des formations initiales dont on peut parler et puis dont effectivement que peuvent dispenser les IUT, alors évidemment on s'appuie aussi sur une grosse politique, la branche, une politique de formation qualifiante. Formation qualifiante pour des salariés en évolution professionnelle tout au long de leur parcours professionnel, avec la mise en place de certifications professionnelles propres à la branche, les fameux TFP, les titres à finalité professionnelle, à ne pas confondre avec les TP qui sont les titres professionnels de la femme ministère du Travail. Et là, la branche a une politique assez audacieuse et assez ambitieuse de création, enfin plus que de création, de mise en œuvre. Aujourd'hui, on a 10 TFP qui ont été mis en place. Et ce matin, il y avait aussi donc l'intervenant qui était là, qui s'appelait Malo, qui expliquait que les compétences, au bout de 2 ou 3 ans, ça y est, il faut les revoir. En l'occurrence, c'est vraiment ça, c'est que ces compétences-là, on les voit sous forme de blocs de compétences qui constituent les fameux TFP. Et tous les 3 ans, il faut se réatteler à la tâche pour les revoir, pour les réimaginer, pour les faire évoluer. C'est un peu le challenge France Compétences, c'est des renouvellements. Que nous impose France Compétences. Autre sujet.
Oui. Merci beaucoup. Merci. Laure, sur ce volet. Alors, j'avais envie de dire que dans ces 3 scénarios, moi je pense qu'ils seront assez pluriels et ce ne sera pas forcément tranché entre l'un ou l'autre. Je crois qu'il va y avoir une hybridation de pas mal de possibilités, un peu un patchwork en fonction encore une fois, des contextes, des niveaux de maturité des entreprises et des filières, des enjeux de métiers en tension. Et il me semble qu'en tout cas, sur ces leviers pour accompagner ces évolutions, tout ne pourra pas se faire avec un seul acteur et il va falloir œuvrer collectivement. Sinon, nous ne parviendrons pas seuls à pouvoir avoir un effet de levier attendu, que l'on soit sur une filière exigeante ou de manière plus globale, apporter une réponse par rapport à tout ce qui a déjà été évoqué, mais les enjeux sur l'IA, par exemple, à intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, rien ne peut être aussi tranché que soit faut-il encore aller vers l'IA ou doit-on à 100% intégrer les enjeux d'IA dans les formations. Il y a peut-être une juste organisation de cet accompagnement-là, avec tout en conservant ne serait-ce que le cœur des apprentissages beaucoup plus traditionnels qui existaient avant cette émergence de l'IA, pour que nos collaborateurs demain, les techniciens, puissent encore avoir, avec ce prisme-là, cette prise de hauteur, ce recul, cette connaissance, ces fondamentaux, cette prise de hauteur, vraiment ce regard critique par rapport à ce que l'on attend d'eux dans une expertise métier, et en même temps qu'en dehors de cet aspect-là, en formation initiale, ils puissent faire ce pas de côté et s'approprier vraiment à 100% pour maîtriser, pour être demain aussi les techniciens augmentés, tout ce que la puissance de l'IA pourra leur apporter. Et je pense que si on n'arrive pas à hybrider ces deux approches-là, avec la formation initiale et la formation continue, avec un vaisseau amiral plus IA et une partie beaucoup plus fondamentaux, comme on pouvait former les collaborateurs avant l'émergence de toutes ces technologies très puissantes, on aura beaucoup de mal à accompagner ces transitions fortes. Ce matin, il a été évoqué sur le sujet formation 4 grands piliers. Formation initiale, développement des compétences, le levier de l'apprentissage, la capacité des entreprises à être dans la formation professionnelle continue. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que celui de la synergie finalement ? Comment vous voyez ce sujet-là ? Première question. Et deuxième question, c'est quels sont les freins ? Quels sont les freins à l'adaptation des dispositifs de formation face aux évolutions finalement qui pointent leur bout du nez et qui apparaissent nécessaires pour lever les challenges ? Oui ? D'un point de vue strictement opérationnel, je pense qu'il y a plusieurs freins, effectivement, notamment à la formation professionnelle. C'est d'abord, aujourd'hui, c'est un petit peu aussi le stress économique, le contexte économique des entreprises. Aujourd'hui, on essaye, on est peut-être en difficulté avec l'activité qui peut se ralentir, qui n'est pas toujours ce qu'elle a pu être précédemment. Je pense par exemple au télétravail, avec des impacts réels sur la restauration collective d'entreprise, moins d'activité, les habitudes des consommateurs qui ont changé. Tout ça, ça induit effectivement des modifications aussi dans la vie de l'équipe finalement, et dans le management de l'équipe. Très concrètement, aujourd'hui, sortir un collaborateur pour l'envoyer en formation devient de plus en plus difficile. Parce qu'il faut le sortir, entre guillemets, il faut aussi le remplacer. Et là, je parlais de comptes d'exploitation pour de petites unités, il y a un impact qui est mesurable. Ça, avant, c'était finançable sur le plan du développement des compétences. Ensuite, l'autre double peine, c'est effectivement, encore une fois, c'est les fonds de la formation qui aujourd'hui sont de plus en plus exsangues, restreints. On en est même au point qu'aujourd'hui, France Compétences n'a toujours pas alloué les budgets auprès des OPCO. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui sur une année sur laquelle aujourd'hui des financements de formation, le peu qui se fait sans engagement de fonds de la formation. Ensuite de ça, l'apprentissage. Réellement, l'apprentissage, ça répond réellement à une tradition vraiment propre à la restauration et l'hôtellerie. Du coup, si on parle un petit peu par extension, on a une forte tradition d'apprentissage. Mais aujourd'hui, on est un petit peu puni par le succès du dispositif parce que l'effet d'aubaine aussi de 2018 qui était de dire faites un CFA, faites un CFA, faites un CFA. Beaucoup d'organismes se sont improvisés CFA pour différentes formations, donc aussi avec une surconsommation des fonds de la formation.
Donc là, ça nous pose aussi de véritables problèmes, malgré tout. Après, il y a aussi un autre problème, c'est arriver à recruter ou avoir des jeunes qui partent, qui viennent aussi en apprentissage. Là aussi, on a un autre souci, bien sûr. Et puis ensuite, encore une fois, c'est le financement de la formation qui réellement nous pose aujourd'hui de gros problèmes. Et du coup, dans votre branche, est-ce que vous avez trouvé des leviers, vous innovez? Quelles sont les pratiques que vous avez essayé Tout à l'heure, on évoquait la formation en interne. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans des groupes assez importants qui ont des des directions des ressources humaines ad hoc, et puis qui ont aussi des directions de la formation. Et du coup, avec de vraies équipes, et là, quand on parle de techniciens, on parle de formateurs. On parle de formateur, mais ce n'est plus qu'un formateur, c'est un formateur concepteur de formation. C'est encore autre chose. Identifier les besoins de formation, faire un programme et ensuite dispenser la formation. Donc nos entreprises, effectivement, ont cette possibilité. De toutes les façons, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix de cette dépense-là, normale, et heureusement d'ailleurs. Elles n'ont pas le choix non plus aussi que d'avoir ce type d'organisation-là pour former les salariés, encore une fois, pour les adapter au poste de travail ou pour augmenter leurs compétences, pour leur permettre d'évoluer. Encore faut-il que ces gens-là soient aussi disponibles pour partir en formation. C'est toujours le même problème. Dominique? Oui. Alors c'est vrai qu'au niveau du secteur des cabinets d'expertise comptable, l'Ordre des experts comptables a son centre d'ingénierie et pédagogique. Et donc, il a une politique, je dirais, il insuffle une politique de formation pour les professionnels et les collaborateurs. Et ensuite, ce centre d'ingénierie donc, met en musique, je dirais, en faisant concevoir des formations et pour les proposer ensuite aux professionnels et donc à leurs collaborateurs. Alors c'est vrai que les freins, je les entends parce que bien sûr on a les mêmes et donc on réfléchit beaucoup au format. Quel format pédagogique? Ben oui, parce que quand c'est long, effectivement, lorsqu'il s'agit de faire monter en compétences, parce que quand je disais tout à l'heure enrichissement, ça veut dire monter en compétences. Donc en fait on entre dans le cabinet et une fois qu'on entre dans le cabinet, hop, on a pour ceux qui le souhaitent évidemment et qui en ont envie, il y a véritablement une montée en compétences qui est très intéressante et ces formations doivent permettre de le faire. Mais justement, des formations qui sont en montée en compétences, ça ne prend pas 2 heures, ce n'est pas des formats courts, on ne peut pas faire des formats courts. Donc il faut vraiment réfléchir au format pédagogique et effectivement très souvent, eh bien, ce sont des formats qui se prennent plusieurs jours. Il y a d'abord bien sûr les fondamentaux à apprendre par des e-learning avec un LMS qui marche bien, qui soit très interactif, conçu avec l'intelligence artificielle. Il y a tout un tas de choses en matière de formation maintenant. Et puis ensuite, il y a une partie en présentiel où là, véritablement, on met en musique et on fait des cas et on discute et on échange et on met à l'épreuve. Voilà, bon, très bien, ce qu'on a appris en e-learning. Parfait. Mais c'est vrai qu'il fallait réussir à trouver des formats qui puissent convenir. Alors, ce que nous avons fait, nous, à l'Ordre, effectivement, nous avons conçu il y a d'abord un grand programme qui s'est appelé Profession comptable 2030, par lequel, effectivement, nous avons proposé aux professionnels d'abord un outil de GPEC, un outil de gestion de compétences, parce qu'évidemment, on ne forme pas pour former. On ne forme pas pour... on forme parce qu'il y a un projet au sein du cabinet pour développer de nouvelles missions. Puisqu'encore une fois, comme je l'ai indiqué, comme on le sait, effectivement, le produit comptable de base est standardisé et banalisé. Donc maintenant, les cabinets d'expertise comptable vont ailleurs. Ils vont sur d'autres terrains et sur des terrains de conseil et d'aide au pilotage des organisations. Même si c'était déjà le cas avant, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et notre technicien, il va passer d'opérateur à consultant. Parce qu'en fait, il faut qu'il ait une posture nouvelle, effectivement, de quasi-consultant, puisque c'est ça, où il va devoir, effectivement, avoir l'écoute client, la posture écoute, la posture proposition de mission, etc. Donc, il faut des formations là-dessus. Et en effet, cet outil de GPEC doit permettre au cabinet, mais aussi aux collaborateurs, de savoir où il y a des manques et où il faut former les collaborateurs et à quoi. Et ensuite, parmi le programme de formation qui est proposé, eh bien, chaque cabinet peut, avec des briques, se constituer son propre parcours et le parcours qui va bien à son collaborateur. Donc il y a quelque chose qui doit être personnalisé, mais pour autant, il y a toujours le problème que vous énonciez, et je m'associe entièrement, c'est effectivement, il faut le laisser partir en formation. Et ça, c'est en effet le point névralgique, parce que, encore une fois, c'est pas des formats courts de 2 heures, parce que souvent on dit, maintenant, les formations, il faut que ce soit des formats courts. Oui, mais on fait pas muter en compétences avec 2 heures. Ça, c'est pas possible. Et puis 2 heures, ça veut dire que c'est du descendant, et puis on ingurgite. Donc là, on mute pas en compétences avec ça. Donc c'est toute la complexité. Laure ?
Oui, merci. Alors, je m'inscris dans ce qui a été dit. Je vais aller un cran plus loin. Je pense qu'il y a plusieurs éléments que l'on peut lever pour gagner en agilité et être plus finalement à la maille de la vitesse de tous ces changements autour de nous. Le premier, je vais réinsister, mais un des leitmotifs d'Ascalia, c'est de vraiment pouvoir être au plus près des acteurs de l'écosystème et d'être dans une dynamique de co-construction. Cette co-construction, l'idée c'est vraiment de pouvoir se rapprocher aussi bien des instances qui sont amenées à former les professionnels que nous allons recruter demain pour les nouvelles générations, et je m'adresse là vraiment à vous tous en tant que structurants et professionnalisants pour ces jeunes générations qui vont rejoindre nos entreprises. Il faut qu'on se rapproche encore plus également des branches. On l'a bien vu, les enjeux dans l'agroalimentaire de manière globale pour que ces futurs employés, nous puissions être au plus près du besoin des entreprises et du contexte finalement métier, ça a été évoqué ce matin, mais de la fonction et de la tâche, de la manière dont les métiers sont en train de complètement évoluer, d'être bousculés, et donc que l'on puisse être dans l'anticipation, dans cette construction des métiers de demain. Et j'en viens à un deuxième point qui est un second leitmotiv, c'est celui de pouvoir peut-être adapter avec plus de rapidité ces concepts en fait de pardon, je perds mon point là, de RNCP quelque part, ces formations qui sont un peu figées dans le marbre sur 5 années. Je trouve que 5 années par rapport à la vitesse à laquelle dans ce monde tout est rapidement bousculé et que les cartes sont rebattues en permanence, peut-être qu'il faudrait réfléchir à ne pas rester sur des choses gravées dans le marbre pendant 5 ans sur ces diplômes reconnus au répertoire pour la formation. Merci. Pour la formation, mais effectivement des durées de oui, voilà, des durées de certification finalement des diplômes pour pouvoir peut-être dans l'intervalle des 5 années soit arriver à les réviser dans un délai un petit peu plus restreint, soit pouvoir gagner en souplesse sur l'ajustement en fait pour répondre au plus près des besoins des entreprises. Sachant que certaines certifications sont sur une durée de 2-3 ans, ce qui pose aussi des questions de process, de négociation des contenus, de blog. Enfin, le processus est long aussi. Oui, néanmoins, peut-être qu'effectivement, à l'intérieur de ces certifications, donner la possibilité de faire des ajustements pour ne pas bloquer finalement sur 3 années d'engagement et attendre également qu'on ait 5 années qui se soient écoulées pour avoir du recul. Il y a peut-être des choses que l'on constate assez rapidement qui peuvent nécessiter des petits ajustements sans rebattre complètement les cartes non plus sur un diplôme. Mais peut-être mieux mailler. Exactement. Mailler de façon fluide. Oui. Je me permets bien sûr. De revenir sur également un autre point, justement par rapport à cette co-construction. Nous avons chez Ascalia signé un partenariat avec Univ, alors un partenariat, oui, au travers d'une convention avec Univ Pro. Il y a peu de temps, là, mi-juin, pour pouvoir justement renforcer encore ce rapprochement entre les territoires, les enjeux des filières, les entreprises qui sont membres de notre réseau et puis les différents acteurs de la formation continue dont font partie les UT, bien sûr. Oui. Voilà. Les services de formation continue des universités et d'Ascalia. Peut-être un dernier point également. Chez Ascalia, nous avons travaillé également sur un livre blanc qui permet aux managers de pouvoir s'approprier, je vais dire un petit peu la complexité ou les enjeux de la posture du manager pour pouvoir accompagner les équipes dans la montée en compétences de manière régulière au fil de l'eau de leurs équipes. Et donc pour pouvoir justement ne pas avoir besoin d'être un expert ni des ressources humaines ni du développement des compétences,
pour avoir cette fameuse casquette que l'on retrouve là, qui est la casquette de manager, et être force de proposition, être vraiment en amont, anticiper ces mutations et accompagner les collaborateurs dans leurs équipes. Merci Laure. L'heure est à la conclusion, au message de fin. La question que j'avais préparée, c'est quelle priorité pour les années à venir en matière de formation continue des techniciens? Qui est inspiré par cette question-là? Dominique. Non, mais pour résumer, parce que je l'ai déjà évoqué, s'agissant en tout cas du secteur des cabinets d'expertise comptable, eh bien c'est comme depuis toujours, parce qu'encore une fois, et j'avais commencé par ça, en disant que le secteur des cabinets est un secteur qui a toujours été extrêmement consommateur de formation, parce que évidemment ils sont dans un contexte en permanence en mouvement, et du fait d'être au cœur de la réglementation et au cœur de l'économie, donc forcément ils connaissent. Mais là, plus que jamais, parce qu'en réalité, non seulement il y a bien sûr la mise à jour des compétences techniques, je dirais, qui est évidemment incontournable, mais au-delà de ça, c'est le changement de posture et le changement de métier, finalement, et le changement de tâche. Et s'agissant des collaborateurs, eh bien, effectivement, il s'agit pour eux, bien sûr, de les former aux nouveaux outils, à l'IA, etc. Mais c'est aussi leur apporter de nouvelles compétences techniques pour peut-être se spécialiser, et on en revient à ce qu'on disait, sur des domaines, soit du droit social ou peu importe, ou droit fiscal ou de la gestion de patrimoine, peu importe, j'entre pas dans le détail. Et puis c'est aussi, et c'est ça le levier, c'est véritablement en faire des consultants, c'est-à-dire que là où les clients attendent un cabinet, et attendent le cabinet d'expertise comptable. Leur cabinet d'expertise comptable, c'est bien sûr au-delà de l'établissement des documents réglementaires et obligatoires, qui est là aussi incontournable et impératif, qu'il soit bien fait, oui, ça bien sûr, comme leur repas, qu'il soit bien fait et qu'il soit bon. Là, c'est pareil, mais surtout, et aussi, c'est d'être force de proposition et savoir, en effet, susciter chez le client, eh bien, que le client sache effectivement ce que fait le cabinet et ce que le cabinet peut lui proposer pour l'aider à piloter son organisation. Et c'est vraiment ce changement de posture qui est vraiment tout à fait essentiel s'agissant de nos collaborateurs que nous avons appelés techniciens, c'est-à-dire intermédiaires, parce que justement c'est cet enrichissement et qui fait qu'il y a ce contact client et cette proposition de nouvelles missions et ensuite faire ces nouvelles missions avec l'agilité dont je parlais et l'interface dont on a longuement parlé également. Voilà, donc sur les prochaines années, on continue là-dessus, plus que jamais, parce que là on est dans la vague et c'est là... tous les cabinets sont en train de la prendre, certains l'ont déjà prise, d'autres sont en train de la prendre. Voilà, c'est ça la prospective pour l'instant. Merci. Juste une petite précision pour les certifications aujourd'hui avec France Compétences, quand elles sont déposées au RNCP, c'est une durée, dans le meilleur des cas, de 3 ans. De plus en plus, ils en donnent même pour 2 ans, voire même certaines, alors là on est vraiment dans un exemple le plus fou, de 1 an. Alors, ok, pourquoi pas 3 ans, sauf qu'il y a un travail en amont qui est colossal, un travail du coup qui se fait paritairement. Dieu merci avec le recours d'Acto, en l'occurrence, les équipes d'Acto, sinon on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Et puis en plus, c'est l'entité officielle qui va déposer pour de France Compétences. Donc c'est un travail monstrueux. Après, c'est vrai que nos métiers de la restauration collective, intrinsèquement, à partir du moment où le bloc de compétences a bien été rédigé, maintenant ça remonte à peu près à 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas trop ce qu'on devra faire évoluer. Il y aura peut-être des choses à la marge, mais a priori, ils ont été plutôt bien construits. Après, pour revenir à votre question, qui était de dire qu'est-ce qu'on fait en matière de formation, aujourd'hui, on a un gros enjeu de fidélisation des fameux techniciens, en l'occurrence, d'attraction et de fidélisation. Pour les attirer, il faut leur présenter effectivement des opportunités de carrière et d'évolution. Et donc ça passe par le biais de formation, encore une fois, des formations certifiantes. On a toute une filière d'évolution professionnelle avec nos fameux TFP, nos fameuses certifications professionnelles. Et ça, pour nous, c'est un levier très important. Et après, on ne coupe pas non plus à d'autres formations qui sont des formations techniques de base, qui sont des formations, par exemple, de valorisation de la prestation alimentaire, et aussi parce que les techniques de production elles-mêmes évoluent aussi forcément. Donc voilà, grosso modo, où on en est. Sans oublier toujours l'apprentissage, sur lequel on est toujours très, très, très attaché, auquel nous sommes toujours très, très, très attachés. Enfin, l'alternance, en l'occurrence. Le binôme. Valérie. Je voulais rebondir notamment sur ce délai qui nous est imposé par France Compétences, notamment, je
crois que c'est la nouvelle certification qu'on a déposée, l'alimentation saine et durable, qui répond complètement aux exigences de notre métier. Bon, alors certes, c'est une nouvelle certification, mais vous imaginez, 1 an, c'est demain, quoi. C'est demain, enfin, avec tout le boulot que ça demande. Alors il est vrai, effectivement, n'attendons pas le jour J. On a une responsabilité, effectivement, notamment nous, au niveau des CPNE, c'est de mettre en place cette veille, hein, de se dire, mais attention, qu'est-ce qui évolue, où vont apparaître les changements, tenons-nous prêts et commençons déjà à préparer les éventuelles modifications de nos futurs blocs de compétences. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, mais demain avec France Compétences, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Hein. Donc ça se trouve, ça va être un gros chantier qui nous attend d'ici 3 ans. Donc préparons-nous et assurons cette veille pour que justement nos certifications perdurent et permettent justement à nos salariés de toujours monter en compétences. Un message de fin, Laure, avant d'ouvrir les peut-être. questions au niveau de la salle. Pour terminer, j'aurais envie de dire qu'il me semble que ça repose beaucoup sur des parcours de manière globale, des parcours de formation qui vont vraiment accompagner en fonction des enjeux, en fonction des scénarios que l'on a évoqués tout à l'heure, qui vont se profiler peut-être et qui permettront d'accompagner au plus près nos fameux techniciens qui devront être des techniciens augmentés demain, à être vraiment à la juste place, au bon moment, bien formés quand ce sera nécessaire, aussi bien sur une lecture et une bonne compréhension de l'entreprise, des enjeux entrepreneuriaux, que ce soit sur des questions de rentabilité en fonction des filières ou s'ils sont amenés à faire de la gestion de projet, que l'on soit sur de l'IA, sur des sujets managériaux. Donc ces parcours-là, crantés avec de l'accompagnement dans le temps, et on le voit, c'est exactement ce que les membres d'Ascalia sont en train de développer en formation continue. On a des parcours d'accompagnement et d'intégration en montée en puissance des techniciens et futurs managers parfois, qui vont jusqu'à 18 mois. Rien qu'en entrée dans les organisations. Donc ça veut dire des gros investissements en formation continue pour également donner de la visibilité sur 1 an, 2 ans, voire ensuite des évolutions de métier et qui permettront de travailler cette fameuse marque employeur, entre guillemets, et donc de la fidélisation aussi. C'est de l'investissement en temps, financièrement parlant, en compétences. Donc on capitalise effectivement sur ces collaborateurs et sur ces techniciens augmentés. Merci, beaucoup de notions, beaucoup d'idées, beaucoup de partages. Est-ce que cela vous inspire des questions ? Merci beaucoup pour ces interventions. Alors, j'ai bien noté le partenariat, madame, que vous avez fait avec Unifpro au mi-juin, et on ne peut que s'en réjouir. J'ai juste une question concernant... Là, nous sommes représentants des IUT. Est-ce que les IUT sont dans votre radar de partenaires de formation ? Et si on ne l'est pas vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'être plus ? Alors, merci pour cette question. Oui, je vous confirme qu'au travers de la convention de partenariat avec Unifpro, les IUT en font partie. Moi, mon entreprise, et personnellement, je suis basée à côté d'Aix-en-Provence, donc je travaille régulièrement, et parmi nos adhérents du groupe Provence pour Ascalia, nous avons des collaborateurs, des pairs, qui sont par exemple à l'IUT d'Aix-en-Provence ou qui sont basés à Marseille également, et puis d'autres adhérents dans d'autres groupes qui sont dans des IUT en Bretagne, etc. Donc nous intégrons déjà un certain nombre de vos collègues. Alors je parlais en formation continue. Comment est-ce qu'on peut être des partenaires en formation tout au long de la vie ? Alors des partenaires, oui, à la fois en termes, ce que je disais tout à l'heure, de co-construction, et je pense que peut-être le premier pied à l'étrier que l'on pourrait se donner, c'est de pouvoir imaginer d'aller un cran plus loin ensemble pour peut-être donner une suite à cette enquête qui a été menée, pour justement rapprocher cette fameuse enquête qui est extrêmement riche et la confronter avec le quotidien des responsables développement des compétences pour voir un petit peu ce qui ressort dans les organisations et donner une dimension supplémentaire à ce travail que vous avez fourni.
Donc ça veut dire qu'on prend rendez-vous. Exactement. Avec Merci plaisir. pour cette perspective. Je vous en prie. Dominique, je ne sais pas, est-ce que vous avez... Alors, s'agissant sur la formation initiale, ô combien les IUT sont, enfin, le BUT est un des diplômes de la filière. S'agissant de la formation continue, là, en revanche, en effet, il n'y a aujourd'hui rien. Alors, l'ordre, et souvent les ordres régionaux d'ailleurs, hein, parce qu'un ordre, il y a toujours l'ordre national et puis il y a sa déclinaison dans les régions. Beaucoup d'ordres régionaux ont élaboré dans les universités des masters en formation continue et ont élaboré le programme. Et il y a des intervenants professionnels dedans et il y a énormément d'universités qui, effectivement, comme ça, ont noué des partenariats pour concevoir, en général, des masters avec les ordres locaux. Au niveau national, il en existe quelques-uns aussi, master agricole à Rennes, par exemple, pour ne pas le citer, etc. Maintenant, s'agissant des IUT, non. Aujourd'hui, alors, je ne demande que ça. Hein. Ah ouais, sans problème. On est très demandeurs.